Ben voilà le travail le plus difficile que j'ai jamais entrepris de ma vie. Ça remet en question tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, toute ma relation à ce qu'on appelle l'art, la société, le langage. Pour la première fois de ma vie, j'ai donc un projet à la fois philosophiquement très précis et je sens que je dois remettre à plat tout ce que j'ai cru savoir concernant la peinture, le dessin, la sculpture, les happenings, l'action politique, la pensée, le contenu de ce qu'on appelle l'art. Et pourquoi? Parce que, il y a beaucoup de pourquoi. Le premier des pourquoi, c'est parce que mon meilleur ami est mort. Il s'appelait Félix Guattari. C'était, et c'est toujours, je crois, un des grands penseurs du XXe siècle. Quelquefois, le fait que quelqu'un passe dans le royaume des ombres fait que sa présence intellectuelle effective est encore plus forte. C'est pour ça, par exemple, pour faire une comparaison, on pourrait dire que Nietzsche, Friedrich Nietzsche, a aujourd'hui encore beaucoup plus d'importance qu'il n'en avait il y a un siècle. Bref, quand Félix est mort, j'ai tout de suite commencé à dessiner, à travailler. J'ai d'abord pensé faire une sorte de monument sur sa tombe au Père-Lachaise. J'ai farfouillé, j'ai cherché, j'ai déchiré beaucoup de dessins et finalement j'ai commencé il y a environ 1 an à mettre en place dans ma tête quelque chose d'énorme, je ne savais pas quoi encore. Et il se trouve que 6 ou 7 mois après que j'ai commencé ce travail, on m'a invité pour la première fois de ma vie, à 58 ans, à exposer à Beaubourg, au Musée national d'art moderne, et on m'a demandé quelque chose qui puisse entrer dans le cadre d'une exposition dont le titre était « Hors limite ». C'est une espèce de miracle bizarre parce qu'il y a une coïncidence absolue, précise, entre mon projet et le titre de cette exposition. Car s'il y a quelque chose qui est hors limite, quelqu'un qui est hors limite, une pensée qui est hors limite, hors de toutes les limites du pensable, c'était bien celle de Félix Guattari. Alors voilà. Ce monument à Félix Guattari est composé aussi des interventions directes de beaucoup de ses amis et collaborateurs. Cet espace ici, ce monument, m'intéresse beaucoup puisque c'est un espace, d'une certaine façon, un espace multimédia. C'est aussi un espace antimédia, mais il y a plusieurs médias en même temps. Et c'est en soi, avec ces plusieurs pistes en même temps, que Jean-Jacques ici a fait une sorte de happening. Ça génère plusieurs médias en même temps et le moment du hasard joue un rôle très très important. Je pense que à deux sortes de gens. Aux gens qui sont ici et qui ne l'ont pas connu.
et qui entendent parler de quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. Et peut-être qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'on dit, mais Félix, peut-être, dirait que ça n'a pas d'importance. Et que ce qui est bien, c'est de glaner à son sujet ce que chacun peut transformer en son propre rêve aussi. Donc si vous n'avez jamais rencontré Félix Guattari, si vous n'avez pas eu cette chance, je crois que d'une certaine façon vous le rencontrez ce soir. Je vais vous lire un texte que j'avais discuté avec Félix. Ce texte est écrit en partie en Norse, dans le langage international, avec lequel a été annoncée la catastrophe de Tchernobyl. Charlie, India, Echo, Lima. Tango, Alpha, Charlie, Hotel, Echo. Oscar, India, Sierra, Echo, Alpha, Uniforme. Victor, India, Delta, Echo. Victor, Oscar, Lima, Charlie, India, Echo. Lima, Charlie, Echo, Romeo, Charlie. Lima, Echo, Oscar, India, Sierra, Echo. Alpha, Charlie, India, Echo. Lima, Tango, Alpha, Charlie, Hotel, Echo, Oscar, India, Sierra, Echo, Alpha, Uniforme. Victor, India. Delta, Echo, Victor, Oscar, Lima, Charlie, India, Echo, Lima, Charlie, Echo, Romeo, Charlie. Lima, Echo, Oscar, India, Sierra, Echo, Alpha, Uniforme. Que tout ciel est une tache d'oiseau sur le vide. Que tout vol est un ciel privé du cercle d'effet de l'oiseau et du vide. Que le vol est l'oreille du ciel sur l'oiseau et le vide. Que le vol est le miroir du nœud qui nous attache au centre du vide. En lisant Félix Guattari, je tombe toujours sur des phrases, des mots, des idées qui m'aident à vivre, à travailler, à continuer. Il convoque la levée d'une clameur infiniment vibrante, à la fois habitée et habitante, celle de tous ceux pour qui l'expérience de la vie exige le décentrement, la recomposition incessante, celle des écrivains, des peintres et des sculpteurs, des penseurs, des visionnaires, des musiciens, des fous, des démunis. On traverse un très haut potentiel de rencontre quand on approche la pensée de Félix. C'est une pensée qui ne supporte pas d'être réduite. Elle ne peut être qu'habitée, de façon nomade, ponctuelle. D'autres expressions de Félix me passent par la tête et me convainquent toujours, pour d'autres raisons. Matière de choix, territoire existentiel, transsensibilité, virtualité, matière de l'être. Il y a une extraordinaire création d'expressions qui sont chacune grondantes. Ce serait un tort de vouloir toutes les prendre et ce serait un risque de les banaliser. Cette tournure que prennent les choses. Par certains aspects, il est vrai que cette révolution machinique est... Je dédie cette lecture chaosmique à Félix, lecture d'un texte par image interposée, par sens entrecroisé et par mots entreposés. Une ritournelle d'emprunts subjectifs comme quelque chose qui vide la tête, une chose qui viole le sens. Parce que tous les mots sont à moi, tous les mots de Blanchot, la perte de la parole, le désastre imminent et immémorial, c'est à moi. Et les mots de Gerasim Lucas, l'inventeur de l'amour, c'est moi. Et tous les mots de Guattari, les mots de son travail, ils sont à moi. Tous les mots de Chaosmos, à moi. La transversalité,
la singularisation, les nouvelles alliances. Voilà les 3 ingrédients que je voudrais voir versés à profusion dans la marmite aux libertés. C'est alors qu'on verrait la fameuse arriération de l'Europe et ses archaïsmes bien connus changer de couleur. Je rêve du jour où les Basques et les clandestins de l'Ulster, les Verts allemands et les mineurs écossais et gallois, les immigrés, les pseudo-cato-polonais, les Italiens du Sud et la meute sans nom de tous ceux qui ne veulent rien entendre, rien savoir de ce qu'on leur propose, se mettront à crier tous ensemble. Oui, nous sommes tous des archaïques et votre modernité, vous pouvez vous la mettre où vous voulez. Alors, la passivité et la démoralisation se transformeront en volonté de liberté et la liberté en force matérielle capable de détourner le cours d'une sale histoire. C'était Félix Guattari à Montréal en novembre 84. On parlait de la nécessité de l'écriture et il disait « Mais bordel, il y a trop de choses qui se bousculent, il y a trop de choses qui entrent un peu partout et qui sortent de partout, qui entrent de partout, et je n'arrive pas à concevoir ce que vous me dites sur la structure d'une écriture. Il me semble que l'écriture ne doit pas avoir de structure. » Et on lui répondait, oui, c'est vrai, mais la structure de l'écriture, ça aide, ça permet de continuer. Et il me semble que ce refus, ce sacrifice volontaire d'une structure de l'écriture qu'il n'arrivait pas à concevoir, et il refusait de renoncer à cela au profit d'un quelconque patinage de la pensée et de l'écriture. Je pense que c'était fondamentalement la générosité intellectuelle poussée à son point le plus aigu, et le plus lucide et le plus flamboyant. Mes hommes coins, ebe, mes hommes coins, et neitera ebe, mes hommes coins, baon toif, gem ktibi. Je suis seul, je n'ai jamais cessé de chanter en petit nègre, c'est une de mes langues principales, je retrouverai les langues de toutes mes vies. Poyo, pobem, oyo, pi, pi. Me suis-je tout à fait reconnu en français depuis que je me suis reconnu? Quand je parle le mieux depuis 7 ans et que je donne mes ordres vrais, c'est en charabia. Jésus peste héritibé. Cela ne m'empêche pas du tout de continuer à parler français tant que cela me plaira et de conserver toutes mes victoires que j'ai remportées et que je remporterai. Mahom, Kater, Kaifi, Tirme. Sur cette langue, le jour viendra où je pourrai écrire entièrement ce que je pense dans la langue que depuis toujours je ne cesse de perfectionner comme venant de moi par ma douleur. L'oralité machinique et l'écologie du virtuel. Ne parlez pas la bouche pleine. C'est très mal élevé. Tu parles ou tu manges. Croyez deux à la fois. On a d'un côté un flux différencié, la variété des aliments pris dans un processus de ségrégation, de chaotisation, aspiré par un dedans de chair, et d'un autre côté, un flux d'articulation élémentaire, phonologique, syntaxique, proportionnel. Les gens creux montraient que des objets sains, comme le lait ou la merde,
supporter des univers existentiels fort complexes. L'oranité, l'anonymité, pressant des façons de voir, des symptômes, des fantasmes. Et on se rappelle une des premières distinctions lacaniennes entre la parole vide et la parole pleine. Mais pleine de quoi? L'art de la performance livre l'instant au vertige de l'émergence d'univers à la fois étrange et familier. Je veux dire pas qu'il y a quelque chose ce que j'appelle processus Félix traite l'écriture comme un flux schizo qui charrie toutes sortes de choses. Que le vol du vide sépare le ciel entre l'homme et l'oiseau en inventant un peigne d'étoiles. Que le ciel prend la main d'un oiseau et l'aile d'un homme et se creuse un cartilage au centre du sommeil. Que le vide fait des trous dans l'oiseau comme une loupe de silence qui ouvre une bouche dans le cœur. Que le ciel se transforme en oiseau pour dérouler le soleil comme un intestin et souffler dans ses eaux creux. Que nous roulons des héros comme des roues pour dresser une barricade dans le vide. Que le zéro... C'est le plus grand inventeur de lieux communs que j'ai connu. Un lieu commun, ce n'est pas une vérité éculée. C'est littéralement le lieu où on met en commun la pensée. Et les lieux communs du monde se répercutent, se renvoient, se reprennent à l'infini. Et Félix avait compris cela et il était un travailleur acharné de la quête des lieux communs. Et c'est quelque chose qu'il m'a enseigné, qu'il m'a appris aussi. Il les cherchait en pistant des traces. Non pas des routes, non pas des chemins, non pas le macadam, non pas l'allée pavée, mais la trace qu'on débroussaille dans le champ de la pensée. Et vous ne serez pas étonné si je vous dis que toutes ces traces constituent un rhizome. C'est une des choses que Félix m'a aussi apprise, que la pensée rhizomatique est ce qui nous convient aujourd'hui contre les pensées de système, contre les pesanteurs, contre les a priori. Et il me semble que la pensée de Guattari, sur ce plan, était l'une des pensées les plus composites qui soit. Celle qui prend un peu partout et qui donne toujours, qui donne partout aussi. Je mêle ici des termes
qui sont ceux de Félix en même temps que ceux de Fourier, à partir d'un langage que Félix a inventé et qui est parfaitement approprié à la pensée fouriériste, y compris ce langage qu'il utilise dans ses dernières œuvres et qui est celui de la production de subjectivités nouvelles. Dans ce très beau texte, à propos de l'écologie, au-delà des rapports de force actualisés, l'écologie du virtuel qui se proposera non seulement de préserver les espèces menacées de la vie culturelle, mais également d'engendrer les conditions de création et de développement, de formation de subjectivité inouïe, jamais vue, jamais sentie, de nouveaux systèmes de valorisation, un nouveau goût de la vie, une nouvelle douceur entre les sexes, les classes d'âge, les ethnies. Si j'introduis chez Fourier des notions de machine désirante, d'inconscient machinique, d'agencement collectif, de plan de consistance, toutes ces expressions qui appartiennent à ce vocabulaire que j'appellerai fantastique en philosophie, dont Félix est l'inventeur, en compagnie de son complice Gilles Deleuze, et qui a transformé la vision de toute une grande partie des philosophes dans la pensée contemporaine. Mais il montre le plan où la philosophie s'insère dans l'histoire. Et la philosophie s'insère dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle devient pratique, précisément. Non pas parce qu'elle donnerait des moyens de réussir, non pas parce qu'elle donnerait uniquement, également des moyens de comprendre le fonctionnement des situations actuelles, de la machine capitaliste, des gouvernements, etc. Mais c'est parce qu'elle peut faire des propositions utopiques. Qu'elle renverse les urgences de l'ordre réaliste, qu'elle s'empare de ce qui est précisément méconnu, oublié, au niveau d'autres options, au niveau du quotidien. Pour moi, Félix, je le connaissais par le militantisme et je l'adore jusqu'à la dernière minute pour sa toujours bonne position, où j'étais fier d'être à côté de lui avec la guerre contre la guerre de la du Golfe, mais ça ne change pas. L'histoire que je vais raconter, qui à l'âge de 16 ans, dans une réunion des mouvements de jeunesse de cette partie de gauche en Israël, qui avait 10% dans cette époque, je me suis trouvé dans une toilette avec les leaders, Meir Ya'ari, on a pissé ensemble la toilette, et moi, j'ai décidé de croiser son courant et le faire monter, descendre. Et ça durait combien? 20 secondes. Il a joué avec moi, il avait 75 ans, j'avais 16 ans. Et ça, c'est à peu près ce que j'ai pensé pour moi, l'utopie. Hein? Le sujet est le suivant. Un trottoir de Bologne, un tic du visage, et une grosse langouste. Voilà. Permettez-moi de rappeler le trottoir de Bologne. C'était en 77. Il y avait à Bologne une défilée des autonomes italiens. C'est-à-dire le dernier mouvement peut-être politique, je me trompe peut-être, dernier mouvement politique intéressant que l'Italie a produit, et il y avait 80 000 personnes qui défilaient dans cette ville rouge, une ville communiste, et en passant dans ces gens, dans ce flux de gens, j'ai vu quelqu'un assis par terre, et c'était Félix Guattari, et il était là, et avec d'autres personnes, et c'est tout. Deuxième, c'est les tics. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous un tic du visage? L'éthique, pour tout le monde, n'est-ce pas, c'est une sorte de mouvement involontaire, désagréable, qui gêne la beauté du visage. Qu'est-ce que dit Guattari? Il dit que c'est pas comme ça du tout. Pas du tout. C'est que le visage est un ordre que la société nous met,
c'est-à-dire la société nous fait une face, un visage, et que l'éthique est un mouvement de liberté. C'est les parties du visage, l'œil, la bouche, la langue, les nez, qui prennent leur liberté par rapport à un ordre, à l'ordre du visage. Mais, très vrai aussi, malheureusement, l'ordre revient. Et il bloque cette fuite de l'œil, cette fuite de la bouche. Et c'est là que l'éthique est vilain. L'éthique est vilain quand un autre ordre vient rappeler à la liberté qu'elle doit se ranger à l'ordre. Et maintenant, venons à la troisième question, à ma grosse langouste. Alors, vous n'ignorez pas, j'en suis sûr, que c'est la page initiale du chapitre sur la généalogie de la morale. Regardez les pinces de la langouste. Eh bien, pour Guattari, ça, c'est le modèle du langage. Et pour Deleuze. Pourquoi? Première chose, Guattari ne pensait pas par concept, mais il pensait par image de pensée. C'est-à-dire qu'il pensait toujours, et c'est ça sa relation à la cinéma, à la peinture, à la photographie, que les pensées ne viennent que parce qu'elles sont des images de pensée. Voilà la règle de Guattari. C'est de dire qu'il y a des images de pensée dans lesquelles sont impliqués nos concepts, nos émotions et surtout nos perceptions. Alors pourquoi la langouste? Mais parce que le langage est doublement articulé. C'est-à-dire c'est les signifiants et les signifiés, comme on sait, l'expression et l'expression et les contenus. Alors quelle est l'idée de Guattari? C'est qu'en réalité, et il a lu ça de Gemsler, en réalité, le langage n'est pas du tout la rencontre de deux faces, mais de quatre faces. C'est-à-dire la forme de l'expression et la forme du contenu, la substance de l'expression et la substance du contenu. Notre parole est la transformation d'une forme d'expression et d'une forme de contenu. Voilà. Pour moi, les trottoirs de Bologne, c'était la politique. Pour moi, l'éthique du visage, c'était la morale. Et la grosse langouste, c'était le langage, tout simplement. Un des gangs, des petits groupes qui pouvaient entourer Félix, c'était aussi un certain nombre de femmes féministes. Ce qui fait qu'il n'est pas tellement peut-être connu du public, d'une part, et d'autre part, il est évident que ça rentre en conjonction avec une partie des choses qu'il élaborait intellectuellement, et notamment ce fameux concept du devenir femme, dont on verra qu'il est assez fondateur en fait conceptuellement, et puis bon, le devenir animal, le devenir pierre, le devenir plante, le devenir imperceptible. J'ai retrouvé aussi dans la révolution moléculaire, devenir voyou, devenir pédé, etc. Bon. Quand on ouvre la révolution moléculaire, il y a un chapitre qui s'appelle Devenir femme, qui d'ailleurs commence par l'homosexualité masculine et termine par l'homosexualité féminine. C'est assez intéressant de relire ce chapitre, je vous le recommande. L'autre entrée, elle est plutôt du côté des femmes, disons. Hein. Et bon, je vais vous lire, c'est dans 1000 plateaux. Je vais vous lire un petit passage. Ce que nous appelons entité molaire ici, par exemple, c'est la femme en tant qu'elle est prise dans une machine duelle qui l'oppose à l'homme, en tant qu'elle est déterminée par sa forme, pourvue d'organes et de fonctions, et assignée comme sujet. Or, devenir femme n'est pas imiter cette entité, ni même se transformer en elle. On ne négligera pourtant pas l'importance de l'imitation ou de moments d'imitation chez certains homosexuels mâles, encore moins la prodigieuse tentative de transformation réelle chez certains travestis. Nous voulons seulement dire que ces aspects inséparables du devenir femme doivent d'abord se comprendre en fonction d'autre chose, ni imiter ni prendre la forme féminine, mais émettre des particules qui entrent dans le rapport de mouvement et de repos ou dans la zone de voisinage d'une micro-féminité, c'est-à-dire produire en nous-mêmes une femme moléculaire, créer la femme moléculaire.
Le chant de la vie est souvent entonné par les femmes les plus sèches, animées de ressentiment, de volonté de puissance et de froid maternage. Comme un enfant tarif, et d'autant mieux l'enfant qu'aucun flux d'enfance n'émane plus de lui. Que le souvenir qui vient devant nous remplit le présent contre un souvenir qui vient dans nos épaules. Que les deux souvenirs font le présent qui nous vole. Que nous montons vers la nuit, car nous sommes le centre sans écart fermé de l'oiseau et du monde. Qu'ensemble, nous sommes des oiseaux qui volent la mort à la définition de Dieu. Que nous sommes des oiseaux exilés dans un feu, qui se nourrit du centre des hommes, qui ont déjà volé dans les oiseaux. Que nous dressons ces pièces dans le ciel, en pliant les trous que nous faisons, en voyant avec nos bouches. Nous avons des seuls... Je suis quelqu'un qui suis psychiatre, qui était actif dans une certaine lutte politique et qui était passionné du lien entre les problèmes de santé mentale et les problèmes politiques, socio-économiques. Et dans ce contexte, je suis allé travailler aux États-Unis, à New York, dans le sud du Bronx, parce que je voulais travailler dans un contexte où il serait plus facile de saisir ce lien entre des problèmes apparents de santé mentale et les contextes dans lesquels ces problèmes surgissaient et se maintenaient. Et c'est là que j'ai rencontré Félix, qui était venu pour visiter certaines des choses qui se passaient dans ce sud du Bronx. Mais ça lui cassait les pieds un peu tout de même, j'en faisais trop, tu comprends ? J'en faisais trop parce que je n'arrêtais pas de lier politique et santé mentale, et il me disait, mais Moni, il y a autre chose. Et de cette manière, c'est Félix qui m'a ouvert à des dimensions autres qu'aux dimensions sociales et politiques de la folie. Et alors, peu après mon retour des États-Unis, j'ai créé avec lui, avec David Cooper, avec Ronald Lang, avec Franco Basaglia, un réseau qu'on a appelé le réseau alternatif à la psychiatrie. Et pendant toutes ces années, on a effectivement travaillé dans toute une série de contextes, des hôpitaux, des lieux de psychiatrisés, des contextes d'intervention dans les quartiers. Alors bon, mille choses, mais tout ce que je vous raconte, c'est intéressant de certains côtés parce que il m'a effectivement énormément aidé, tout en étant membre d'un groupe de psychiatres et de thérapeutes familiaux, il m'a aidé à essayer de m'arracher à une lecture univoque. Il m'a aidé à essayer de m'arracher à une manière de penser qui renvoie à un seul univers de référence. Mais, en fin de compte, ce que je pourrais dire de Félix, c'est que cette amitié qu'il m'a offert est une amitié unique. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il a offert plusieurs amitiés uniques dans différentes relations uniques, avec différentes personnes, et que beaucoup d'entre nous ne se connaissaient pas. Beaucoup d'entre nous ne réalisaient pas à quel point ce lien important était aussi important avec d'autres dans des contextes complètement différents. Et c'était quelqu'un qui, pour moi, manque encore énormément, et il m'arrive très fréquemment, quand j'ai un problème complexe dans mon domaine, de me dire « Allez Félix, dis-moi un petit peu ce que tu en penses », et Félix il me répond bien sûr, des choses incompréhensibles comme toujours, et je lui dis « Arrête de déconner, parle-moi simplement ». Et alors il me parle plus simplement, et alors ça me donne des idées nouvelles. Ce qui fait que Félix, il est encore un peu dans ma poche, comme ça. De temps en temps, je le sors, je lui dis « Ça va Félix ?» Il me dit « Ça va et toi ?» Je remets là-dedans. Merci mes très chers. Malheureusement, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que la Borde. Ben, c'est un machin, c'est-à-dire c'est une clinique psychiatrique qui a été fondée en 1953 et qui existe encore, et maintenant dirigée par Houry, sans Félix, depuis que Félix est mort, et qui est, de mon point de vue, je vais évidemment avoir l'air extrêmement partisan en disant ça, je dirais c'est un des rares lieux en France et peut-être dans le monde où on fait véritablement de la psychiatrie. Ce que j'ai vu là,
c'est Félix au quotidien, et qui faisait passer, il me semble, beaucoup plus de sa philosophie, entre guillemets, celle qui allait devenir une philosophie textuelle, vraiment armée, plus tard. Il faisait passer son éthique dans des interventions comme ça extrêmement concrètes, très très banales, très matérielles. Et je crois qu'on a beaucoup appris à vivre comme ça à ses côtés. Il faut dire que la Borde est un lieu d'une très grande promiscuité. Hein. Nous avions aussi fait cette expérience de vivre ensemble dans les mêmes lieux que les gens qu'on soignait, aux grandes dames d'ailleurs de la plupart des puristes psychanalystes de Paris qui disaient « Mais comment voulez-vous analyser des gens qui utilisent les mêmes WC que vous hein ?» Alors évidemment, on n'avait jamais réfléchi à ce problème-là. C'est une question théorique très très importante. Nous, ça nous paraissait tout naturel, hein, c'est le cas de le dire, mais non, mais pas pour eux. Bon. Culturel, on ne parle pas d'art. Et là, nous venons d'avoir une expression fugitive, mais admirable, éternelle de ce qu'est l'art, par l'économie des moyens, par l'esthétisme, avec le minimum de choses. L'humanité passée à travers cet homme qui m'a bouleversé. J'ai pleuré tout le temps. Et je pense que de la vie à la mort, comme il l'a fait si bien, il a tout exprimé, des problèmes qui nous assaillent, qui nous font réfléchir, qui ne nous sont à aucun étrangers, et en si peu de temps, il a réussi à boucler la boucle, et je lui dis qu'il est le Picasso de la danse. Voilà. As is, you're bearing a common truth, commonly known as desire. No need to dress it up as beauty, no need to distort what's not standard to be understandable. Pick your nose, eyes, ears, tongue, sex, and brain to show the populace. Take your chances on your accuracy. Listen to yourself and talk to yourself, so others will also gladly, relieved of the burden, their own thought and grief. What began as desire will end wiser. Now you read that in French. Le travail d'analyse, pour lui, n'était pas tellement le déchiffrage, je résume beaucoup son système de pensée, il ne s'agissait pas tellement pour lui de trouver la structure de l'inconscient, ou la structure du désir, ou la structure de la vérité du sujet, par une espèce de travail d'interprétation qui ferait qu'on trouverait enfin la trame, le filigrane qui conduit toutes les destinées d'un individu. Il s'agissait d'abord et avant tout de mettre en place une processualité, comme il disait. Il y avait ce terme de processus qui revenait tout le temps. Et alors, voilà, les choses se passaient un petit peu comme ça se passe à Beaubourg, c'est-à-dire que l'analyse s'est faite surtout pour que ça se termine. Les analyses lacaniennes contre lesquelles Félix insurgeait beaucoup, et nous on était payés, ou du moins on payait pour le savoir, c'était des analyses qui pouvaient durer 20, 25 ans, parce qu'après tout la recherche de la vérité c'est une tâche absolument cyclique et vouée à l'échec. Donc lui nous disait par exemple quelque chose de très très simple, il disait « Moi je considère qu'une analyse doit être
avec des buts définis, sur un temps défini, un véritable contrat, une espèce de pacte. Hein. On met en route une machine analytique, on travaille. Si au bout de quelques mois, ça ne marche pas, il n'y a aucun résultat, on n'a pas avancé, eh bien, il faut avoir l'honnêteté de s'arrêter. Moi, j'ai trouvé cette position très simple et très scientifiquement juste, je dirais, hein, parce qu'elle mettait en place vraiment l'hypothèse d'une processualité, c'est-à-dire de quelque chose qui doit bouger. Si ça ne bouge pas, si ça n'avance pas, il vaut mieux faire autre chose. Que nous appelons les hommes qui changent d'éternité sur leur signature de sang et d'oiseaux, que nous allons en migration de consonnes vers l'espérance des signes contre l'héritage des paroles, que si l'oiseau s'en va, nous briserons la boussole qui change de sexe et coups des vagins sur nos souliers, que nous immobilisons le vol dans la pierre de la négation impossible, que nous plantons le vol dans le fusil et le vieux bouclier des héros, que nous clouons le vol dans la porte, comme la porte qui ouvre l'oiseau de clés et de vide, que les hommes qui volent dans le ciel se tatouent un oiseau entre les épaules, comme un coup de couteau, que nous entendons les oiseaux qui foulent la terre, se chausser d'un seul homme, dans les pieds et les sentiers. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Laborde, et j'étais depuis quelques mois très touché par un livre très savant qui est là, qui s'appelle en français « Le monde interpersonnel du nourrisson », dans lequel un psychanalyste américain nommé Daniel Stern, qui est aussi un expérimentaliste, essayait de déplacer la perception qu'on avait de la toute petite enfance, et en particulier de faire bouger l'idée que pendant la première année, l'enfant serait un être dépendant d'une fusion avec la mère, et qu'au contraire, Stern, à partir d'expériences très concrètes, essayait de montrer que la psychanalyse classique n'avait pas grand-chose à dire de cette première année, et qu'une nouvelle psychanalyse pourrait peut-être essayer de toucher ce moment, qui est un moment d'autant plus important que, dit Stern, en même temps, il dure toute la vie. Une des grandes hypothèses de Stern, c'est que dès le début de l'expérience de l'enfant, l'enfant passe par ce qu'il appelle des affects de vitalité. Par affect de vitalité, il entend des types d'émotions, d'affects de base en quelque sorte, qu'il oppose aux affects catégoriels. C'est un peu savant, mais il faut juste ça pour comprendre. Les affects catégoriels qui ont été créés tout simplement par Darwin, c'est les grandes émotions anthropologiques, type la peur, la joie, le courage, etc., qui étaient toutes supposées avoir une expression faciale et constituer une sorte de psychologie du comportement. Et le grand truc de Stern, c'est de dire les affects catégoriels, bien sûr ça existe, mais il est beaucoup plus intéressant de s'intéresser, et chez le tout jeune enfant, à ce qu'il appelle des affects de vitalité, que d'ailleurs Félix, parce que le livre n'était pas encore paru en France, appelait lui des affects vitaux. Et l'intérêt des affects vitaux de Stern, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas de contenu. Ils n'ont que des intensités, des formes de déplacement et de mouvement. Par exemple, ils sont deux formes d'intensité, de mouvement, de nombre et de rythme, et qu'ils sont préalables à tout contenu possible, à toute affectation sémantique, et qu'ils travaillent réellement au niveau, comme ça, d'une sorte d'énergie première, de répartition de la sensibilité affective. Et que quand on veut leur donner une espèce de traduction, c'est des verbes qui leur conviennent le mieux. Et je lis là les verbes qui sont soulignés par Félix, qu'il a retraduit en français lui: surgir, s'effacer, flotter, exploser, décroître,
brûler, croître. Et dans la façon dont il a souligné, il sentait à travers le livre de Stern une façon de pouvoir, comment dire, créer une articulation tout à fait essentielle entre des problèmes de formation psychique par rapport à la clinique et un domaine esthétique qui, comme vous le savez peut-être, était très profondément ancré dans la sensibilité et la recherche de Félix, en particulier au niveau de la musique, mais aussi de la littérature, de la peinture. Tout d'un coup, des affects de vitalité, il essaie d'en trouver des analogies dans peut-être la seule langue multiple dans laquelle ils peuvent être également transmissibles et nommables, qui sont la pluralité des langages artistiques. In Dream, the beavers come to Harry Watt. A child could speak communication. We're standing in a row. They said I would not harm them, would not ever after, hunted mink and badger. But the beavers were my friends and helped me. This is the secret all men have retained, that greater language of what biological fellowhood will open to us once again. Ethology, the visions of McClure and Guattari and Chomsky, all the speakers of deep tongues. Or if the dream begins with silence in the foot itself, that silence stirs. It is a dance vibrating at center of each isolated nerve, reminds him of the song he wants to sing when dying. And if the beaver sings it to him now, it means an easy death. Old Man Beaver's blessing song. All I want's a good 5-cent cigar. Hee hee ho ho, hee hee ho ho, hee hee ho ho. All I want's a good 5-cent cigar. Hee hee ho ho, hee hee ho ho, hee hee ho ho. All I want's a good 5-cent cigar. Hee hee ho ho, hee hee ho ho, hee hee ho ho. All I want's a good 5-cent cigar. Hee hee ho ho, hee hee ho ho, hee hee ho ho. All I want's a good 5-cent cigar. Hee hee ho ho, hee hee ho ho, hee hee ho ho. Old Man Beaver's blessing song. On s'imagine très peu en France l'impact de Guattari et dans son travail avec Deleuze, mais aussi dans son travail autonome, à partir déjà de la fin des années 70 sur le monde et sur le cours de l'art. Moi j'ai connu Guattari ou les écrits de Guattari dans les ateliers des artistes, surtout des jeunes artistes ou des artistes qui ont fait des actions et des performances à la fin des années 70. Puisque il y a une chose aussi que les écrits, surtout les écrits politiques et en quelque sorte marginaux de Guattari, par exemple, ont été publiés très souvent beaucoup plus tôt à l'étranger qu'en France. Il y a deux livres surtout avec lesquels Guattari a influencé à partir de 77 ou déjà 76 un peu vraiment l'évolution de l'art. Il y a un livre plus c'est moins connu. C'était un livre publié après les émeutes de Bologne, où il y avait une sorte de commune, comme la commune de Paris, qui a été créée par l'extrême gauche après 68 et par les gens qui étaient les Indiens métropolitains, comme on disait à l'époque. Guattari jouait un rôle assez important déjà dans une radio ou autour d'une radio clandestine ou libre à cette époque à Bologne. Et ce livre était sur l'aventure de cette radio libre à Bologne, et le livre était préfacé et accompagné par Guattari. C'était un livre assez important pour la politisation des artistes
qui sont devenus les artistes des années 80. Il y avait un deuxième livre dont l'impact a été et est encore certainement beaucoup plus important encore. C'est le livre Rhizome que Guattari a écrit avec Gilles Deleuze. Ce livre Rhizome était une sorte de grande libération ou une force de libération par rapport à une scène de l'art assez sclérosée, qui était la scène de l'art de la fin des années 70, quand les concepts 68 art étaient devenus, avec toutes les formes de trotskisme, maoïsme et tout ce qu'on connaît, étaient devenus des choses assez figées, qu'on a ressenti, si on était plus jeune, qu'on a ressenti comme une sorte d'oppression de la pensée. Et Rhizome était une chose qui a vraiment opéré une libération esthétique surtout aussi, d'abord en Italie, puis dans les pays allemands, dans les pays scandinaves, et au Japon aussi, aux États-Unis, un peu partout. Après une lecture que j'avais faite à Québec en juin 91, Félix Guattari m'avait dit que, après que le public ait réagi négativement à ce que j'avais fait, ce que j'aurais cherché certainement, c'était la non-coïncidence du public. Donc je voulais lui rendre hommage en créant une situation de non-coïncidence. On raconte qu'à Séville, il fit la connaissance du vieux poète soldat Cervantes. Cervantes au destin comme lui troublé, aventureux. On raconte que ce fut Cervantes, ou plutôt le récit de 6 tribulations maritimes, qui l'incitèrent un jour, sans prévenir personne, pas même son jeune sauveur de Porto Ercole, à quitter Séville pour parcourir les mers. On raconte qu'on le revit un jour à Rome, et qu'on le vit à Amsterdam, et à Londres, et puis qu'il disparut, parti sur un navire de commerce pour les Indes orientales. J'ai lu ce texte lorsque Félix Guattari m'a dit qu'il s'agissait d'un moment de non-coïncidence. You know from history that one of John Cage's most philosophical lectures began like this: I have nothing to say and I've said it, and that is poetry. It's not exactly that I have nothing to say, but after Jean-Jacques' eloquent reading and statements, it's very hard to follow with something equally interesting. But I can say, just for a beginning, that he and I both have works in this Orly Meat show, which are, as he said in passing, at the edge of being inside and outside. And some of you know that a work of mine is outside the wall of Orly Meat on the north end. But the work in both cases is not passive. Jean-Jacques is addressing a departed friend, and my work doesn't quite address a departed time, but it does evoke a period more than 30 years ago. So a large question is, do we have anything to say, and are we saying it? If it's possible to ignore both of us, then perhaps we have nothing to say. If we have something to say, perhaps very few people hear it.
La première fois que j'ai rencontré Félix, bon, j'en avais entendu parler, j'avais surtout lu, bien sûr, l'anti-Oedipe de Félix Guattari et Gilles Deleuze, mais surtout, j'avais deux amis, Marion Semama et François Pin, qui le connaissaient bien, qui étaient vraiment des proches. Ils m'en parlaient très souvent, et un jour, enfin, je les rencontrais. Et ça a été assez étrange, parce que c'était à la première ou la deuxième de Einstein on the Beach de Bob Wilson et Phil Glass, et j'avais pu les faire entrer dans la salle où cela se passait. C'était donc en 1976, et à la sortie, j'ai discuté avec Félix. Il avait détesté, et j'étais tellement passionné à l'époque que du coup je l'ai engueulé. Il était ravi. D'ailleurs, c'est toujours revenu, il dit la première fois qu'on se voit, il m'engueule. Il y retourne le lendemain, il adore. Bon, ça montre d'abord, c'est du pur Félix, c'est-à-dire que c'est une ouverture d'esprit, et surtout ce que j'ai appris à mieux comprendre chez lui, c'est toujours cette ouverture aux autres, constamment. Il sait où il va, mais il est toujours à l'écoute des autres. J'avais donné des arguments, il était retourné le lendemain, et je ne vais pas dire qu'il était rentré comme on entre en religion, hein, sous une bannière quelconque, mais il avait bien compris l'intérêt que représentait la musique de Phil Glass. Au départ, il m'avait dit, tu sais, avec Gilles Deleuze, nous on aime bien la musique contemporaine, on connaît bien l'école de Vienne, et là ça me paraît do mi sol do. J'étais furieux parce que je dis, mais cette pensée qui est liée au rhizome, ce n'est pas nécessaire que cette pensée-là soit utilisée uniquement envers des objets qui auraient la forme d'un rhizome. Il peut très bien y avoir un élément extrêmement épuré et que la pensée, elle, fasse rhizome autour de cet élément très épuré. Et là, disons-le, ce qu'il aimait par-dessus tout, ce n'était pas John Cage, ce n'était pas Phil Glass, c'était bel et bien Fauré. Et Fauré, il l'aimait. Eh bien, je propose qu'on écoute 2 minutes 10 de Fauré. Il s'agit de la berceuse de Dolly, pour 2 pianos. Parmi les pilleurs de miroirs, bien commence le ciel, à chaque silence, qu'il n'y a pas d'homme dans le Dieu qui sépare à la porte du dedans de la maison du dehors, que l'homme a un oiseau qui dort sur sa bouche, qui s'unit à l'oiseau qui dort dans la femme du feu, que nous cachons la femme qui est dans l'oiseau et l'oiseau qui est dans l'homme, comme le feu dans le feu et la bouche sur le baiser, que nous regardons dans le ciel le vol invisible qui recouvre la femme et l'homme visible des deux oiseaux, que nous comptons les consonnes dans le ciel comme des angles noirs d'un infini qui devine, que nous suivons le vol qu'on ne voit pas et qui nous fait un squelette de plumes dans le cerveau. Félix disait souvent, la Troisième Guerre mondiale, elle est déjà commencée depuis longtemps, parce que c'est pas la copie de la Deuxième Guerre mondiale qui va nous tomber dessus, c'est quelque chose de complètement différent, d'un autre ordre, d'ordre moléculaire, explosé partout. Et ce qui se passe en Bosnie, ce n'est que un des petits fragments de l'horreur qui est parsemé dans le monde. Mais si des petits groupes peuvent construire des machines de guerre, des machines d'horreur, des machines de racisme, des machines monstrueuses, d'autres petits groupes peuvent aussi fabriquer des machines de paix ou des processus de paix. C'est pour ça que je voudrais vous faire remarquer que Félix est de ceux qui a pointé son doigt sur ces processus de la pensée transversale qui fonctionnent aussi bien dans la poésie que dans la musique
que dans la philosophie, que dans les luttes sociales et politiques. Je vais parler de façon indirecte de Félix, mais en le prenant par un biais qui est un aspect très dominant de son œuvre, surtout de ses écrits, surtout dans la dernière partie de cette œuvre, qui est l'utopie. Cette dimension utopique que l'on voit se dessiner très nettement dans Cosmos, dans les trois écologies, qui a guidé sa vision sociale, ses prises de position, ses luttes, car ce n'est pas effectivement un philosophe qui est resté uniquement dans le cadre de la pensée théorique, bien qu'étant l'auteur soit directement, soit en collaboration avec Gilles Deleuze d'ouvrages théoriques fondamentaux, mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'est constamment engagé à l'intérieur des luttes contemporaines, qui a inventé de nouvelles formes de lutte, et la discussion fera peut-être apparaître également ce qu'on lui doit dans le domaine de cette invention permanente. Je crois qu'on a tous une très grande dette à l'égard de Félix et qu'on ressent assez cruellement son absence en ce moment dans une situation où les pressions sont innombrables et de tous les côtés pour nous réenfermer dans le type de système et de catégorie que Félix avait tant contribué à dissoudre et à dépasser. Alors je voulais juste raconter pour l'histoire, je l'ai raconté effectivement dans Chimère, que Félix avait très tôt été interpellé, comme on disait à Paris, par le conflit israélo-arabe, et que sans grande publicité et sans s'engager dans de nombreux comités de soutien avec des signatures ou des manifestations, il avait essayé de voir ce qu'il pourrait faire, et en février 1976, il avait prêté les locaux du CERFI à Fontenay pour la première rencontre officielle entre des dirigeants palestiniens et un groupe de citoyens israéliens qui à l'époque représentaient des fractions d'opposition extrêmement minoritaires, mais c'était quand même la première rencontre du jour. Et quand on sait que la délégation palestinienne qui avait rencontré ces gauchistes israéliens en février 1976 était dirigée par le docteur Issam Sartawi, qui ensuite est passé au dialogue avec des fractions moins marginales et moins minoritaires de l'opinion israélienne, et qui a préparé en fait la négociation, on voit que Félix avait d'emblée senti ce qui allait bouger et ce qui allait se transformer dans la réalité de cette région très très tôt. Il avait aussi fait pour plusieurs groupes d'amis palestiniens qui étaient ici en exil, plusieurs voyages dans les territoires occupés, où il avait apporté un peu d'argent qu'on avait réuni ici pour des projets de caractère universitaire ou littéraire et de recherche, mais en même temps il avait fait le tour de toute une série de gens dont on voulait entendre un peu l'analyse de la situation à ce moment-là, et il l'avait fait avec une attention, une précision, une honnêteté, une ouverture qui était tout à fait exceptionnelle. Il avait demandé à l'époque s'il ne pouvait pas faire des déclarations. On lui avait dit non, si on t'arrête, si on te fait des ennuis, à ce moment-là tu parles autant que tu veux. Mais tant qu'on ne t'arrête pas et que tu peux faire jouer son rôle de messager avec des gens qui vivent dans des conditions de semi-clandestinité, on a besoin justement de ta respectabilité comme couverture, et il avait assumé, il était tout à fait, il trouvait ça tout à fait plaisant. Whom bomb? We bomb them. Whom bomb? We bomb them. Whom bomb? We bomb them. Whom bomb? We bomb you. Whom bomb? We bomb you. Whom bomb? We bomb you. Whom bomb? You bomb you. What do we do? Who do we bomb? 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 What do we do? You bomb them. What do we do? You bomb them. What do we do? We bomb you. What do we do? You bomb you. Why'd you bomb? We didn't want to bomb.
Why'd you bomb? We didn't want to bomb. Why'd you bomb? We didn't want to bomb. Why'd you bomb? We didn't want to bomb. Who said bomb? Who said we had a bomb? Who said bomb? Who said we had a bomb? Who said bomb? Who said we had a bomb? Who said bomb? Who said we had a bomb? Who wants a bomb? We don't want a bomb. Who wants a bomb? We don't want a bomb. Who wants a bomb? We don't want a bomb. Who wants a bomb? We don't want a bomb. Who wanted a bomb? Somebody must have wanted a bomb. Who wanted a bomb? Somebody must have wanted a bomb. Who wanted a bomb? Somebody must have wanted a bomb. Who wanted a bomb? Somebody must have wanted a bomb. They wanted a bomb. They needed a bomb. They wanted a bomb. They needed a bomb. They wanted a bomb. They thought they had 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 a bomb. Armageddon did the job. Gog and Magog. Gog and Magog. Armageddon did the job. Gog and Magog. Gog and Magog. Gog and Magog. Gog and Magog. Armageddon does the job. Gog and Magog. Gog and Magog. Armageddon does the job. Armageddon for the mob. Gog and Magog. Gog and Magog. Armageddon for the mob. Gog and Magog. 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 Ginsburg says Gog and Magog. Armageddon did the job. Bon, le poème que Allen Ginsberg a lu tout à l'heure sur la paix, c'est-à-dire sur la guerre et la bombe, c'est pratiquement, je ne sais pas à quel moment Allen l'a écrit, mais c'est un poème sur la guerre du Golfe. C'est vraiment un poème sur la guerre un poème parodique sur la guerre du Golfe qui était une parodie de guerre. Et Félix l'avait dénoncé tout de suite. Félix il s'était engagé et en même temps, il ne voulait pas s'engager là où le gros bataillon des opposants à la coalition dirigée par les Américains dans le Golfe était, c'est-à-dire dans l'appel dit des 75 avec le PC, précisément parce que il se contentait de soulever le slogan quelle connerie la guerre, c'est-à-dire de prendre un verre de Prévert et de le sortir de son contexte. Et Félix voulait à la fois dénoncer la politique américaine au Moyen-Orient, l'engagement français dans la guerre du Golfe, mais sans cesser de prendre des distances par rapport au caractère fasciste du régime irakien, par rapport à la répression des Kurdes en Irak et par rapport au rôle néfaste et caricatural de l'épouvantail que représentait le régime irakien dans cette région. Et donc il avait été très actif dans le Forum pour une paix juste et globale au Moyen-Orient, c'était un nom très compliqué, qui était le deuxième contingent des maigres forces qui étaient opposées à la guerre à l'époque. Et à la fin de cette période d'ailleurs, il a, contre l'avis de la plupart de ses camarades, donné aussi son nom et sa caution à une très très courte aventure qui s'appelait Maintenant la paix, et qui était une brève alliance avec Harlem Désir et des gens qui étaient en rupture avec le Parti Socialiste Français et le mouvement officiel des SOS Racisme à l'époque. Félix avait foncé dans cette histoire parce qu'il avait là encore senti que c'était de ce côté-là que quelque chose était en train de bouger. Et donc, moi je ne vais pas parler plus longtemps, j'étais juste venu dire quelques mots. Mais je pense qu'il y a beaucoup encore à apprendre de ce que Félix a dit, de ce qu'il a fait, pour ne jamais nous reposer sur l'idée qu'on a compris le monde et pour continuer à l'explorer. Merci. Il a, dans sa passion de ce soir, peut-être il a oublié un truc fantastique que j'ai entendu de lui le mois de janvier. Il y a des personnes qui étaient là, Jean-Claude, Jean-René et d'autres, au CDTIM. Il n'était pas là et sa compagne nous a lu un fax qui arrivait de Berlin. Et j'ai pensé qu'il aurait raconté cette histoire. Peut-être qu'il a écrit sur Chimère, mais je me permets de vous la raconter. Il dit, dans le cadre de ses premiers engagements de Félix, qu'une fois, il avait demandé à Félix, c'était au plein milieu de 1977 en Italie,
Écoute Félix, est-ce que tu me penses d'exagérer un peu, tu me corriges là, d'exagérer un peu avec cet appui inconditionnel à tes amis italiens tellement fous? Tu présentes la commune de Bologne ici comme si c'était le goulag avec les chars, les trucs, etc. Mais quand même, il y a ici, là je rajoute un peu, on ne peut pas dire en texte, il y a Matta qui était un ami de Zangheri. Est-ce que c'est possible que Zangheri est devenu le maire de Bologne en Wyszynski? Et Félix, c'est Ilan qui raconte, c'est pas moi. Et Félix, oh bon, tu sais Ilan, moi ce n'est pas que je fais une analyse parfaitement détaillée de toutes les choses, les tenants, les aboutissants, les classes, les chars, les régimes, les partis politiques de Bologne. Mais alors Félix, il faut être rigoureux et responsable quand même. Ah mais tu sais Ilan, en tout cas, mes amis, mes camarades italiens, ils disent comme ça. Et tu sais, moi je suis complice, j'aimais l'esprit des bandes depuis toujours, moi je suis avec eux. Et d'ailleurs, ça ne serait pas moi qui fera tomber éventuellement les partis communistes italiens. À la limite, je peux fonctionner comme quelqu'un qui pousse à l'autocorrection. Et là, lui dit, oui Félix, mais toi, avec ta responsabilité, ton engagement qui vient d'exprimer, même la responsabilité de se taire pour garder ce qui lui était plus distant, l'honorabilité, quand même, tu sais, nous, pour notre cause, quelque part dans les raisons géopolitiques, l'eurocommunisme de Berlinguer, ça a été quelque part un élément sur lequel on pouvait jouer. Et tu attaques ça comme ça, il faut quand même un peu mieux analyser la chose. Et Félix, mon pauvre Ilan, si tu penses d'expliquer les comportements humains, parenthèse, en particulier les miens, par le schéma weberien du comportement parfaitement rationnel, ça se soigne, hein? Est-ce que j'ai trop rajouté? Arise, ye prisoners of your mind, set. Arise, neurotics of the earth. For insight thunders liberation. A sacred world's in birth. Bum, ba, no more attachments, chains shall bind us. Mind's aggression, no more rules. The earth shall rise on new foundations. We have been jerks, we shall be fools. 'Tis the path of accumulation. Let each meditate in his place. The International Crazy Wisdom School could save the human race. Bum, ba-da-da. Qu'il est un vol qui dure 2 ailes sur le corps d'un oiseau, qu'il est un oiseau qui habite une aile sur le temps, qu'il est un vol qui trace son propre fond et le soutient dans le nuage qui nous manque, que chaque ciel crée un oiseau dans le vol qui nous ferme une fois contre lui, que chaque nid crée un arbre dans l'oiseau qui ouvre une forêt de lumière, que nous volons pour rencontrer le vol des enfants morts qui tracent des arcs contre les formes, que nous volons pour saisir le commencement des nuages, les cheveux qui nous empêchent de tomber, que tout vol soutient le ciel du milieu et éloigne les cieux de l'extrémité, où quelque chose fabrique des cercles pour retrouver sa face. Un des moments où j'ai pu pendant assez longtemps discuter avec lui, ça a été lors d'un colloque qui s'est tenu il y a 2 ou 3 ans à Rio de Janeiro. Et j'ai découvert à ce moment-là que la pensée de Félix Guattari était extrêmement connue au Brésil,
et qu'elle avait reçu un accueil très très important. Bon, peut-être justement on pourrait parler de ce qui s'est passé lors de ce voyage à Rio. C'était dans un colloque, et là j'ai expliqué un des projets qu'on avait mis au point avec mon ami Michel Autier et avec l'appui de Michel Serres, qui est le projet des arbres de connaissances. Alors le projet des arbres de connaissances, il part d'un certain nombre de principes. Un principe qui consiste à dire tout le monde sait quelque chose. Un autre principe consiste à dire mais personne ne sait tout. Et le troisième principe, qui est un principe d'immanence, et donc qui a immédiatement plu à Félix, qui était de dire tout le savoir est dans l'humanité. C'est-à-dire il n'y a pas un réservoir transcendant extérieur, quelque part sacré, où il y aurait la connaissance à laquelle on essaye d'accéder, mais la connaissance, c'est simplement ce que les gens savent. Bon. Et alors, l'arbre des connaissances est un dispositif technique à support informatique qui permet de visualiser l'ensemble des compétences, des savoirs, des savoir-faire qui sont présents à l'intérieur d'un collectif donné, et qui permet aux gens, à partir de cette cartographie des savoirs, émergente de ce que les gens ont appris et savent dans un groupe, qui permet à ces gens de communiquer les uns avec les autres en fonction de leur position sur cet espace du savoir immanent, émergent et en transformation permanente. Et alors, Félix, finalement, il m'a posé un certain nombre de questions. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a de nouvelles singularités qui peuvent tout le temps se rajouter? Oui. Est-ce qu'on peut se connecter de manière complètement transversale? Oui. Voilà. Bon. Et puis finalement, il a dit, mais au fond, tu dis que c'est un arbre, mais c'est un rhizome. Alors j'ai dit, ben oui. Alors il m'a dit, ah bon. Et alors, à partir de là, il était complètement favorable à ce projet, et il m'a vraiment complètement encouragé à le développer. Bon. Voilà, je voulais donc faire ce... Et alors, aujourd'hui, il y a des arbres de connaissances qui commencent à pousser un peu partout. Bon, dans certaines communautés que sont les entreprises, mais aussi dans des quartiers populaires, mais également dans des universités, mais également aussi dans des réseaux d'associations. On essaye de mettre en œuvre cette façon de rendre visible l'ensemble des ressources qu'il y a dans une communauté et permettre aux gens de se connecter quand ils en ont besoin. Je vais lire un texte qui s'appelle Papier Poète. C'est des papiers en voyage, des poètes en voyage, et c'est un travail photographique. Il n'y a pas de photos, à vous de les inventer. Je les ai faites. William Burroughs à Tanger, Gerasim Luca à Paris, Jérôme Rottenberg à Paris, Félix Guattari à Paris, Jean-Jacques Lebel à Rome, Ferlinghetti à Amsterdam, Angéline Neveu à Montréal, Félix Guattari à New York, John Giorno à Amsterdam, Joël Hugo à Paris, Édouard Glissant à Paris, Félix Guattari à Mexico, Steve Lacy à Genève, Félix Guattari à Québec, Tom Ulrich à Paris, Juan Hidalgo à Tenerife, Allen Ginsberg à Rome, Félix Guattari à Laborde, Jean-Jacques Lebel dans sa sculpture, Alan Capro aussi, Bernard Hetzig par là, William Burroughs à Lawrence, Kansas, Félix Guattari ici, Michel Butel là, qui nous dit: le rire de Félix Guattari manque, son intelligence manque, sa générosité manque, sa simplicité manque, un seul être manque et l'espoir est dépeuplé. Félix Guattari est ici. Un jour d'avril comme ça, 92, avec Félix, on s'est mis à délirer autour d'un magnétophone avec Jean-Claude et puis ensuite quelques autres pendant 2-3 fois 2 heures. Et donc à partir de ces heures enregistrées, on a construit un projet qui va voir le jour après avoir bien sûr beaucoup évolué, mais qui est donc une espèce de paternité du côté de Félix. Et c'était parti de 2 constats, bon, qui ne vont rien vous apprendre de particulier puisque vous êtes des amis de Félix, qu'il existait d'abord une crise du politique et une crise des coordonnées psychiques. L'inconscient étant, pour Félix et pour beaucoup d'entre nous, directement branché sur le politique.
Il y avait une crise du politique avec la mondialisation, des flux d'argent, etc., et des nouvelles technologies, une crise des repères psychiques qui faisait que la subjectivité actuelle des gens, ce qu'on peut d'ailleurs constater dans la clinique, beaucoup d'entre nous, subit une espèce de mouvement perpétuel un tout petit peu différent de celui qui était le sien il y a quelques dizaines d'années ou au début du siècle. C'est-à-dire qu'il est à la fois, il est pris d'un double mouvement. Il a tendance à se reterritorialiser sur des espèces d'archaïsmes, comme on voit les guerres nationalistes, tous les retours à la famille, au travail, à la patrie, à toutes ces choses très sympathiques. Et par ailleurs, dans la subjectivité actuelle, on trouve aussi un très grand désir de s'intéresser à la modernité, aux nouvelles technologies, à la musique, aux arts, à des paradigmes esthétiques comme ça. Et il y a donc cette oscillation permanente qui font que les outils dont nous avons bénéficié, entre guillemets, pendant très longtemps, les outils politiques ou les outils cliniques pour ce qui est de ma profession, sont un tout petit peu désuets et il serait très très important d'avoir des terrains d'expérimentation pour en forger de nouveaux. Donc la maison de toutes les chimères est une maison associative où on va essayer de mettre en synergie, en agencement collectif, comme disait Félix, un certain nombre d'associations qui veulent expérimenter des nouveaux rapports collectifs, individuels, interpersonnels, et avec les nouvelles technologies. Et ce sont des collectifs qui sont constitués en général d'usagers. Félix, bonjour. Tu es tout seul? Ah, tu attends Jean-Jacques. Une bière, oui, s'il vous plaît. Eh bien, tu n'es pas bavard aujourd'hui. Mais alors, pas du tout. Généralement, c'est un feu d'artifice. On en est comme groggy, saoulé, électrisé. Jean-Jacques m'a fait entendre récemment ta conférence, tu sais, à la Maison Française de Columbia, pour Polyphonix. Je n'avais pas pu y assister. Génial! Mais ta conclusion sur les arcanes de ton rêve, qu'aucune grille réductrice ne peut réussir à éclairer, et c'est vrai qu'on s'y perd, a suscité, dis donc, des réactions diverses dans la salle. Mais tu leur as cloué le bec. Bien joué. Figure-toi que j'ai lu récemment mon poème Vaduz en première partie d'un concert rock à l'Élysée-Montmartre. C'était vachement casse-gueule. Eh bien, je ne sais pas qui était dans la salle. Ton ami, oui, ton complice Deleuze. C'était quand même cocasse de le trouver là, dans ce haut temple du rock à Paris. Vous préparez à nouveau quelque chose ensemble? Que l'homme est un pêcheur de vol qui veut saisir l'oiseau qu'on ne voit plus dans sa cage de vide, que l'oiseau mange l'homme mort pour habiller dedans une mer inconnue dans le ciel, que l'homme mange l'oiseau vivant pour laver un père inconnu dans le feu, que chaque homme enterre l'ombre d'un oiseau pour faire voler le vol qu'on ne voit pas quand il commence la lumière de l'air, qu'un oiseau mouille nos doigts d'un peu de pluie pour voir le jour qui bout dans le sommeil d'un mort, que nous volons en déshabillant le ciel avec l'oiseau qui coud des trous dans les paysages nous fuyons, que nous allons vers où jamais nous ne sommes revenus. Charlie, India, Echo, Lima, Tango, Alpha, Charlie, Hotel, Echo, India, Sierra, Echo, Alpha, uniforme. Tu me demandes comment Félix Guattari et moi nous nous sommes rencontrés.
et comment nous avons travaillé ensemble. Je ne peux te donner que mon point de vue. Celui de Félix serait peut-être différent. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de recette ou de formule générale pour travailler ensemble. C'était juste après 68 en France. Nous ne nous connaissions pas, mais un ami commun voulait que nous nous connaissions. Pourtant, à première vue, nous n'avions rien pour nous entendre. Félix a toujours eu beaucoup de dimensions, beaucoup d'activités, psychiatriques, politiques, travail de groupe. C'est une étoile, entre guillemets, de groupe. Ou plutôt, il faudrait le comparer à une mer, toujours mobile en apparence, avec des éclats de lumière tout le temps. Il peut sauter d'une activité à l'autre. Il dort peu, il voyage, il n'arrête pas, il ne cesse pas. Il a des vitesses extraordinaires. Moi, je serais plutôt une colline. Je bouge très peu. Je suis incapable de mener 2 entreprises. Mes idées sont des idées fixes. Et les rares mouvements que j'ai sont intérieurs. J'aime écrire seul, mais je n'aime pas beaucoup parler, sauf dans les cours, quand la parole est soumise à autre chose. À nous deux, Félix et moi, nous aurions fait un bon lutteur japonais. Seulement, si l'on regarde Félix de plus près, on s'aperçoit qu'il est très seul, qu'il fut très seul, entre 2 activités où, au milieu de beaucoup de gens, il pouvait plonger dans une grande solitude. Il disparaissait pour jouer du piano, pour lire, pour écrire. J'ai rarement rencontré un homme qui soit aussi créateur et qui produise autant d'idées. Et ces idées, il ne cessait de les modifier, de les retourner, de changer leur figure. Aussi était-il tout à fait capable de s'en désintéresser et même de les oublier pour mieux les remanier, les redistribuer. Ces idées étaient comme des dessins ou même des diagrammes. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, ce sont les concepts. Entre les diagrammes de Félix et mes concepts articulés, nous avons eu envie de travailler ensemble, mais nous ne savions pas très bien comment. Nous lisions beaucoup, en ethnologie, en économie, en linguistique. C'était des matériaux. J'étais fasciné par ce que Félix en tirait, et lui intéressé par des injections de philosophie que j'essayais d'y faire. Assez vite, pour l'anti-Oedipe, nous savions ce que nous voulions dire. Une nouvelle présentation de l'inconscient comme machine, comme usine, une nouvelle conception du délire indexée sur le monde historique, politique, social. Mais comment faire? Nous avons commencé par de longues lettres en désordre interminables, puis des réunions à 2, de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Comprends-tu cela? À la fois, c'était un travail très fatigant et nous rions tout le temps. Et chacun de son côté, nous développions tel ou tel point dans des directions différentes. Nous mélangions les écritures. Nous avions créé de chaque mot chaque fois que nous en avions besoin. Le livre prônait une sorte de cohérence qui ne s'expliquait plus ni par l'un ni par l'autre d'entre nous. C'est que nos différences nous desservaient, mais nous servaient encore plus. Jamais le travail à 2 n'a été une uniformisation, mais plutôt une prolifération, une accumulation de bifurcations, bref, un rhizome. Je pourrais dire à qui revient l'origine de tel ou tel thème, de telle ou telle notion. Selon moi, Félix avait de véritables éclairs. Et moi, j'étais une sorte de paratonnerre. J'enfouissais dans la terre pour que ça renaisse autrement. Mais Félix reprenait, etc. Et ainsi, nous avancions. Pour Mille Plateaux, ce fut encore différent. La composition de ce livre est beaucoup plus complexe, les domaines traités beaucoup plus variés. Mais nous avions acquis de telles habitudes que l'un pouvait deviner où l'autre allait. Nos conversations comportaient des ellipses de plus en plus nombreuses et nous pouvions établir toutes sortes de résonances, non plus entre nous, mais entre les domaines que nous traversions ensemble. Les meilleurs moments de ce livre, quand nous le faisions, ce fut la ritournelle et la musique, la machine de guerre et les nomades, le devenir animal. Là, sous l'impulsion de Félix, j'avais l'impression de territoires inconnus où vivaient d'étranges concepts. C'est un livre qui m'a rendu heureux et que pour mon compte, je n'arrive pas à épuiser. Je n'y vois aucune vanité. Je parle pour moi, pas pour le lecteur. Ensuite, Félix et moi, il a bien fallu que chacun de nous retravaille de son côté pour reprendre son souffle. Mais je suis persuadé d'une chose, nous allons de nouveau travailler ensemble. Dehors, il fait froid.